Voilà, et on retrouve à présent notre invité, Philippe Bodillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes énarque, diplomate, vous avez travaillé dans des cabinets ministériels auprès d'Édouard Balladur et Jacques Chirac. Vous avez été directeur général de la candidature de Paris au JO de 2012. Ça n'a pas été la bonne fois cette fois-ci, mais Paris l'a emporté plus tard. Vous avez ensuite dirigé France 2, de 2005 à 2008, avant de prendre la présidence de Clear Channel France, mais aussi Belgique et Pays-Bas. Alors à Lyon, le roi du mobilier urbain et du vélo, c'est Jean-Claude Decaux, votre grand concurrent. Mais vous, Clear Channel, vous avez aussi un contrat très important avec le marché de la régie des transports en commun et puis aussi les centres commerciaux. Un gros marché, une répartition des rôles qui vous convient ? Écoutez, en tout cas, nous, on est très, très heureux de notre partenariat avec le Citral. Comme vous l'avez montré, le monde des transports est un monde qui évolue très, très vite, qui accompagne les développements urbains et qui engage aussi beaucoup de technologies, beaucoup de questions aussi sur la manière dont on peut dialoguer avec les usagers. Et pour nous, c'est extrêmement important. Nous sommes le média de la rue et donc nous sommes le média aussi qui permet de parler aux gens qui sont dans la rue, dans les transports en commun, dans les centres commerciaux. Et l'autre point, je crois, également très important, c'est toute cette question de comment est-ce que les centres-villes continuent de vivre, comment ils se développent. On est partenaire de Centre-Ville en Mouvement, qui est une association qui réfléchit, beaucoup de maires qui réfléchissent justement sur que va devenir leur centre-ville. Et tout ça donc, produit beaucoup de potentialités aussi de réflexion sur l'avenir de notre métier. Voilà, on va y revenir avec votre livre dans un instant. Alors, en dehors de Lyon, vous avez signé tout récemment un contrat important à Saint-Étienne. Voilà, nous avons gagné le contrat de transport de Saint-Étienne, qui est un contrat très important pour nous. On a une spécificité, on est beaucoup dans le monde des transports, les tramways, les métros, les bus, en province beaucoup. Et donc, c'est un univers qui nous plaît beaucoup, comme l'univers des centres commerciaux, qui sont des univers de loisirs, je dirais de consommation, mais aussi, ce sont aussi des lieux où on aime vivre, où les gens se promènent. Et pour nous, c'est extrêmement intéressant. Et globalement, si on essaie de voir l'ensemble de vos positions dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Eh bien, on a vraiment une couverture assez globale. On est également dans le monde des parkings, dans l'univers des parkings. On est dans l'univers du mobilier urbain d'une manière générale, c'est-à-dire tout ce qui est, je dirais, abribus et sucettes, ce qu'on appelle d'information. Bref, on couvre vraiment beaucoup de monde et de lieux. Et ça nous permet donc de nous adresser à beaucoup de gens dans des situations très différentes. Et ça, c'est très important pour nous. Et maintenant, si on essaie de situer donc Clear Channel dans l'ensemble du pays, alors, de la France et puis dans le monde on est le numéro 2 en mobilier urbain, on est numéro 2 en gros sur la France. Et puis, bien évidemment, il y a une bataille mondiale et nous sommes nous sommes très forts aux États-Unis. Et puis, on est en frontal avec, évidemment, le grand groupe qui est le groupe Jean-Claude Decaux, qui est bien un groupe français et que nous respectons. Voilà. En termes de chiffre d'affaires, donc Clear Channel France et puis Monde, ça donne quoi combien? Alors, j'ai pas le droit de donner de chiffres parce qu'on est une société cotée, mais en fait, on fait le groupe mondial. Le dernier dont on peut parler. Le groupe dans le monde fait 3 milliards de chiffre d'affaires et 3 milliards en radio aux États-Unis. Donc, ça fait un groupe qui fait 6 milliards. Et nous, on fait à peu près 250, 260 millions de chiffre d'affaires en France. Est-ce qu'on peut rappeler la stratégie de ce groupe, Clear Channel Oui, bien sûr. Quelques mots. Écoutez, la stratégie, c'est une stratégie de se trouver dans les lieux d'audience, dans les lieux où les gens vivent et où on peut justement déployer notre média de manière la plus intéressante. D'où notre déploiement en France, beaucoup dans le monde des malls, des centres commerciaux, qui sont maintenant vraiment des lieux également très qualitatifs. On voit que la Part-Dieu, par exemple, est un lieu assez extraordinaire. On a des grands écrans, on a des écrans plus petits. Et ça permet donc d'engager pas mal de choses avec les visiteurs. Comment est-ce que ce marché évolue? C'est un marché qui est toujours en croissance? Alors, la publicité extérieure, c'est très intéressant. Il y a 40 ans, faisait à peu près 11% du chiffre d'affaires de publicitaire global en France. Et il fait maintenant un peu plus de 11%, 12%, ce qui est assez fantastique dans un monde où on voit bien que Google et Facebook ont pris énormément de place au détriment des médias plus traditionnels, comme notamment la presse locale. Et donc, c'est un média qui résiste beaucoup et qui, en plus, depuis quelques années, prend une ampleur assez grande, puisque on voit que l'audience de la rue est une audience très intéressante, où il y a notamment beaucoup de jeunes. Et donc, c'est une audience qui capte tout le monde. Voilà. Capte tout le monde. Vous l'expliquez très bien dans votre livre. Et donc, on voit qu'il y a... Par exemple, je vous donnais un exemple qui est extrêmement intéressant. Netflix, qui est quand même pas une très vieille société. Netflix a acheté un réseau d'affichage à Los Angeles, d'affichage papier, pour pouvoir faire sa communication à Los Angeles. Donc, il y a une espèce d'évolution qui revalorise le monde de l'affichage, qu'il soit papier et aussi digital, évidemment.
Voilà. Et vous dites que Clear Channel France, c'est quoi, 32 millions de personnes chaque semaine Chaque semaine, évidemment, c'est un média de masse. On dit que c'est le dernier média de masse, mais c'est vraiment un média qui permet de toucher énormément de monde, avec évidemment tout un côté émotionnel qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on vit des choses dans la rue autrement que devant une télévision ou devant son smartphone. Voilà. Alors on en vient à ce livre que vous avez écrit il y a quelques mois, Réinventer la street experience. Vous expliquez qu'il y a vraiment de très belles perspectives avec les villes intelligentes et connectées. On peut dire que vous êtes un amoureux de la rue, quand vous parlez de la street experience. Oui. Moi j'ai un passé, j'ai fait des tas de choses un peu dans ma vie, mais j'ai monté beaucoup d'événements de sport dans la rue et je pense que la rue c'est vraiment le circuit vital de la ville, c'est vraiment le squelette d'une ville. Et c'est aussi le lieu où se créent les liens sociaux. Historiquement, c'est là où il y a eu les liens sociaux se sont créés. C'est Victor Hugo, le cordon ombilical. Voilà, la rue, c'est le cordon ombilical entre l'individu et la société. Exactement, et c'est tout à fait ça. Et moi, je suis vraiment un optimiste fort, un optimiste volontariste, et je pense que la rue a un avenir extraordinaire dans les années qui viennent, parce que les gens ont à la fois un temps passé sur les smartphones qui les isole beaucoup, mais en même temps ont un besoin très très fort de vivre collectivement des choses, des passions, des émotions. Et donc la rue est vraiment le lieu d'excellence du partage. Alors vous déclinez ces différents aspects. Il y a à la fois l'aspect solidaire, qu'on comprend bien, l'aspect environnemental aussi. Vous citez ces lampadaires qui fonctionnent et dont la consommation est calquée sur... de façon à consommer le moins possible, évidemment. Et c'est assez extraordinaire, il y a des initiatives un peu partout. Moi, c'est un livre qui est un peu truffé d'exemples, parce que ce n'est pas simplement des idées très, très générales. On voit qu'il y a beaucoup d'expériences dans les villes, au niveau local, et que cette ingéniosité va, je pense, amener une qualité supplémentaire dans les services donnés par la ville, des services notamment de nettoyage, des services liés... Oui, parce que la dimension environnementale pour lutter contre les pollutions est essentielle. Voilà, et puis même on voit par exemple, il y a des applications très locales qui permettent aux usagers, aux citoyens, de signaler des dysfonctionnements, la route qui a des nids de poules, des trous, etc. Et donc en fait, il y a une remontée, d'informations venant des citoyens du fait de leurs outils digitaux que sont les smartphones, qui va donner quand même une puissance encore plus grande à l'aménagement global de la vie dans la ville. Voilà, et donc le digital, ce n'est pas forcément la déshumanisation Alors c'est une individualisation, ça c'est clair, mais en même temps, le pari, c'est que ce digital peut être un amplificateur du lien social, notamment du lien ultra-local. On voit qu'il y a des plateformes très locales qui sont en train de se créer pour développer des services ultra-locaux entre les gens qui habitent le même petit territoire, des services, tout un tas de possibilités. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Si on sait se saisir de ça, la ville peut devenir un outil assez extraordinaire de fabrication du lien. Voilà, on peut dire un nouvel âge d'or de la rue et de la ville en règle générale. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il y a une espèce de, comme on dit, un momentum où les décideurs publics se rendent compte qu'il y a ce besoin, où les citoyens, qui sont également des consommateurs, savent donner leur avis maintenant et proposer des choses. Et puis les entreprises qui sont de plus en plus soucieuses d'aménager leur environnement pour que leurs salariés, leurs cadres, aient envie de rester sur les lieux où ils sont. Donc je pense qu'il y a un vrai momentum, comme on dit, qu'il faut saisir. Et c'est un peu ça, ce livre, c'est une espèce d'un appel à la mobilisation pour que la rue... reprenne son sens de départ, qui était d'être un lien très fort. Et puis vous ne pouvez pas vous empêcher de rappeler que les premiers vélos en libre service, ce n'était pas à Lyon, mais c'était à Rennes. C'était à Rennes avec vous en 1998. Exactement, je n'étais pas encore dans la société, mais c'est effectivement le premier contrat, effectivement. Très bien, merci beaucoup Philippe Bodillon. Donc Réinventer la street experience, paru chez Hermann. Merci d'être venu jusqu'à nous, ici à TLM. Merci à vous. Très bonne semaine, merci. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci.